Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal à la une de cette édition. On ira dès l'entame au palais de la présidence de la République où le chef de l'État a présidé hier la réunion du Conseil national de sécurité en présence de tous les membres. 2 points étaient à l'ordre du jour, la situation sécuritaire générale dans le pays et le point de l'évolution du Covid-19. Le communiqué final vous sera lu. Le vice-président de la République, Tiemoko Melia-Kone, a pris part ce matin à Yamoussoukro à l'ouverture de la session ordinaire du Sénat. Le président Ahoussou Dior, dans son discours, a donné un aperçu du programme de l'institution au cours de cette session 2023. Vous l'entendrez également en début de journal. En France, 3 mois après la présentation de la réforme des retraites, le Conseil constitutionnel doit se prononcer demain vendredi sur la validité du texte. L'intersyndicale appelle ce jeudi à une 12e journée de mobilisation. À Paris, le cortège s'élance de la place de l'Opéra pour rejoindre la place de la Bastille. On part à Paris en fin de journal. On démarre donc ce 13h avec la réunion du Conseil national de sécurité qui s'est tenue hier sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ainsi que vous pouvez vous en douter, il a été question au cours de cette réunion de la situation sécuritaire globale en Côte d'Ivoire et l'évolution de la maladie à coronavirus. Je vous propose de suivre le communiqué du Conseil national de sécurité. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mercredi 12 avril 2023 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur 2 points. La situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, le Conseil national de sécurité, à la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, note avec satisfaction que la situation sécuritaire générale est stable. Le Conseil national de sécurité se réjouit notamment des résultats enregistrés à ce jour sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération de sécurisation des fêtes de Pâques dénommée Pakinou 2023. En effet, cette opération, qui mobilise 14 000 éléments des forces de défense et de sécurité sur la période du 4 au 14 avril 2023, a de façon générale permis aux populations de célébrer les festivités pascales dans la paix et la quiétude. Le Conseil national de sécurité déplore cependant la hausse du nombre d'accidents de la circulation enregistrés au mois de mars 2023 par rapport au mois de février 2023. Toutefois, le Conseil national de sécurité constate une baisse du nombre d'accidents mortels sur la même période. Au regard de ces résultats, le président de la République, tout en réitérant ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, a instruit le Premier ministre chef du gouvernement à l'effet de renforcer et d'accélérer les réformes initiées dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière dans notre pays. Concernant l'afflux de réfugiés en provenance du Burkina Faso, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction le démarrage de la mise en œuvre d'une assistance humanitaire en faveur de ces personnes qui ont été accueillies par les communautés locales dans les zones nord et nord-est de la Côte d'Ivoire. Cette mesure, qui fait suite aux instructions du chef de l'État lors du dernier Conseil national de sécurité, a notamment permis, à ce jour, avec l'appui du corps préfectoral, des autorités locales et des partenaires humanitaires,
le recensement biométrique de 4 235 réfugiés sur les 18 846 estimés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'identification et l'aménagement en cours de 2 sites de transit dans les départements de Ouangolodougou et de Bouna, destinés à accueillir provisoirement ces réfugiés dans l'attente de leur retour dans leur pays d'origine. Le président de la République remercie les communautés hôtes pour le bon accueil réservé à ces réfugiés, de même que tous les acteurs impliqués dans ce dispositif d'assistance humanitaire. Il a, en outre, tenant compte des aspects sécuritaires, instruit le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité à l'effet de s'assurer d'une coordination adéquate des diverses interventions humanitaires au niveau central et local. Dans le domaine pénitentiaire, le Conseil national de sécurité note aussi, avec satisfaction, que la maison d'arrêt et de correction de San Pedro, d'une capacité de 500 places, a été inaugurée le vendredi 24 février 2023. Cette maison d'arrêt et de correction, construite avec l'appui de l'Union européenne, permettra, d'une part, au tribunal de première instance de San Pedro de connaître désormais des affaires en matière pénale et d'autre part, de désengorger la maison d'arrêt et de correction de Sassandra qui recevait jusqu'à présent les détenus en provenance de San Pedro. Le chef de l'État, qui se félicite de cette avancée notable, a donné des instructions au ministre de la Défense ainsi qu'au ministre en charge de la Justice à l'effet de prendre toutes les dispositions idoines pour rendre cet établissement pénitentiaire opérationnel dans les plus brefs délais, notamment à travers un dispositif adéquat de surveillance sécuritaire. Enfin, le Conseil national de sécurité note avec préoccupation la situation alarmante de la pollution des fleuves transfrontaliers Bia et Tanoé entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. En effet, une mission conduite par le ministre des Eaux et Forêts auprès des autorités ghanéennes du 13 au 16 mars 2023 a mis en évidence l'orpaillage illégal comme cause principale de la dégradation de ces eaux. Aussi, au regard de ces situations préoccupantes, sur le plan environnemental, le chef de l'État a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de mettre en œuvre de façon diligente les recommandations convenues avec les autorités ghanéennes, dont la mise en place d'un dispositif de surveillance du niveau de pollution causé par l'exploitation minière illégale et le renforcement des opérations de lutte contre l'orpaillage illégal aux frontières avec le Ghana. Le président de la République, après ces différentes interventions, félicite tous les acteurs impliqués dans la sécurisation et la stabilité de notre pays. Il les exhorte, par ailleurs, à poursuivre les actions en cours pour améliorer la sécurité en Côte d'Ivoire. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction que la pandémie de Covid-19 est largement sous contrôle en Côte d'Ivoire. En effet, à la date du 10 avril 2023, notre pays n'enregistre que 6 cas actifs et aucune hospitalisation durant ces 2 dernières semaines. Par ailleurs, le taux de guérison est à plus de 99% et seulement un décès a été notifié depuis la réunion du Conseil national de sécurité du 12 janvier 2023. De plus, dans le Grand Abidjan, épicentre de la maladie avec 95% des cas, 52% de la population cible a été vaccinée. Le Conseil national de sécurité, se réjouissant des excellents résultats enregistrés dans la lutte contre la COVID-19 depuis 2020,
dans notre pays décide ainsi de lever, avec effet immédiat, l'état d'urgence sanitaire, d'alléger le dispositif de contrôle à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, d'intégrer les activités de la COVID-19 en routine dans les établissements de santé, de retenir le service des maladies infectieuses et tropicales de Treichville et le centre hospitalier universitaire de Bouaké comme les seuls centres dédiés de prise en charge intégrée des maladies à potentiel épidémique et de basculer les 13 autres centres dédiés COVID-19 dans le système de santé en vue du renforcement des capacités des hôpitaux les abritant. En outre, le chef de l'État a instruit le ministre en charge de la Santé à l'effet de prendre les mesures idoines en vue de la mise en œuvre effective de ces décisions d'ici le 30 juin 2023 au plus tard. Il a par ailleurs instruit les ministres en charge de la Défense, de la Sécurité et de la Santé à l'effet d'informer et sensibiliser largement les forces de défense et de sécurité, ainsi que le personnel de santé sur les décisions du Conseil national de sécurité. Le président de la République réitère ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la Santé et à tous les acteurs engagés dans la lutte contre cette pandémie. Le chef de l'État exprime sa gratitude aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, ainsi qu'aux autres populations vivant en Côte d'Ivoire pour les efforts consentis qui ont permis la bonne maîtrise de cette pandémie dans notre pays. Enfin, le chef de l'État les exhorte à continuer de respecter les consignes de protection et à se faire vacciner contre cette maladie. Fait à Abidjan le mercredi 12 avril 2023. Et ce jeudi 13 avril 2023, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa 3 de la Constitution, s'est ouvert à Yamoussoukro la session ordinaire 2023 du Sénat, rentrée solennelle qui a eu lieu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'institution Sénat, je le rappelle, a pour rôle d'assurer une grande rigueur dans le travail parlementaire par la possibilité d'une lecture différenciée des projets de loi. Un seul point à l'ordre du jour de cette rencontre, le discours solennel d'ouverture de la session par Jeannot Kouadio Aoussou. Je vous propose d'en écouter un extrait. La session ordinaire que nous entamons s'annonce en effet sous de bons auspices. Sur le plan législatif, nous aurons dès les jours prochains à examiner plus d'une trentaine de projets de loi dont nous avons été saisis en fin de session ordinaire 2022. D'autres projets de loi nous seront soumis par le président de la République dans le cadre de l'harmonisation de plusieurs lois avec les dispositions de la Constitution de 2016. Par ailleurs, il nous faudra procéder à la modification de notre règlement en vue de l'adapter aux nouvelles exigences du travail parlementaire, notamment à travers une meilleure définition des modalités de mise en œuvre de la mission d'évaluation des politiques publiques dévolue au Parlement par l'article 93 de la Constitution. En effet, avec l'adoption de la loi numéro 2022-966 du 14 décembre 2022 sur l'évaluation des politiques publiques, cette réécriture s'impose. Sur le plan du contrôle de l'action gouvernementale, le Sénat envisage de poursuivre la mise en œuvre des moyens d'information prévus par l'article 117 de la Constitution et les articles 105 à 123 du règlement du Sénat. Sur le plan de nos activités internationales, le Sénat est de plus en plus sollicité par des partenaires financiers extérieurs de notre pays, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui nous ont conviés à plusieurs conférences internationales en ligne et nous visitent dans le cadre de suivi parlementaire des financements apportés à notre pays.
Et ce soir, dans le 20h, vous aurez le compte-rendu complet de cette cérémonie avec l'ensemble de nos reporters présents à Yamoussoukro. De retour ici à Abidjan, on va s'intéresser au lancement de la dissémination du RDH 2021-2022, le rapport sur le développement humain auprès des acteurs étatiques et non étatiques. Lancement fait par le ministère du Plan et du Développement et le Programme des Nations Unies pour le développement. On note que la Côte d'Ivoire passe pour la toute première fois de la catégorie IDH faible à pays à IDH moyen. Jean-Luc Gbangbo nous explique tout ça. S'il met en exergue la baisse inédite de l'indice de développement humain au niveau global, le rapport sur le développement humain 2021-2022 note surtout la belle progression de la Côte d'Ivoire. Dans ce mouvement de recul généralisé, la Côte d'Ivoire a enregistré un progrès de 0,12 points, passant d'un indice de développement humain qui le classait parmi les pays à indice de développement humain faible à un nouvel indice de capital humain dans le rapport 2021-2022. La Côte d'Ivoire passe pour la première fois en 32 ans dans la catégorie des pays à indice de développement humain moyen, à l'instance des pays comme le Maroc, l'Inde ou le Ghana ou le Botswana. Le rapport recommande tout de même à la Côte d'Ivoire de poursuivre les investissements dans le capital humain, de développer les systèmes de protection et d'assurance et de miser sur l'innovation. Une dynamique dans laquelle le pays s'était déjà engagé depuis quelques années. Ces progrès enregistrés par notre pays sont le fruit de l'efficacité des différents programmes et politiques mis en œuvre par le gouvernement. La mise en œuvre des plans nationaux de développement successifs, des programmes sociaux du gouvernement et des différentes politiques et programmes sectoriels a permis d'accélérer la transformation économique et sociale du pays. Le rapport sur le développement humain 2021-2022 sera disséminé auprès des acteurs étatiques et non étatiques. Notons que sa présentation a donné lieu à un panel animé, notamment par l'ambassadrice de Turquie en Côte d'Ivoire, les ministres de la promotion de la jeunesse, de l'éducation et de l'environnement. Tous ont partagé l'expérience des réformes entreprises dans leurs secteurs respectifs. On en vient maintenant à ce cours de formation sur le plan directeur de l'aviation civile. C'est une session régionale initiée par l'Organisation de l'aviation civile internationale qui regroupe des experts venus de quelques 8 pays africains. Des recommandations vont être faites à terme aux chefs d'État des pays d'origine des différents participants. L'objectif est de rendre plus compétitif le secteur. Frédéric Oulaye, Godefroy Okambawa. Répondre aux besoins critiques dans la gestion de la sécurité du transport aérien, une préoccupation au centre d'une session régionale initiée par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Ces cours de formation sur le plan directeur de l'aviation civile visent à adopter des stratégies pour assurer le développement économique du secteur. Et il me paraît par conséquent évident que le développement harmonieux du système de l'aviation civile, qui comprend plusieurs acteurs, soit bâti dans le cadre d'un plan directeur national pertinent, impliquant toutes les parties prenantes, d'où l'importance du cours qui sera donné. Financé par la Chine, l'élaboration de ce plan directeur va orienter les politiques du transport aérien. Il sera soumis aux chefs d'État des pays membres. Partir d'ici avec les moyens et les outils pour pouvoir travailler sur le plan stratégique de développement du transport aérien du Cameroun à l'horizon 2035 qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement du Cameroun pour le décennat 2020-2030. Les défis se situent surtout en termes de sûreté et de sécurité de l'aviation civile. Vous êtes sans ignorer qu'une aviation civile qui est bien structurée, qui répond donc aux défis de sûreté et de sécurité, c'est des aviations civiles bien notées au plan international. Toute chose qui est de nature à amener des passagers et faire en sorte que les différents aéroports de nos États soient fréquentés. Les participants venus du Bénin, du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Sénégal ambitionnent booster le secteur pour une aviation civile compétitive.
Cette question à présent, comment garantir à tous l'accès à l'eau de façon rationnelle? Le partenariat national de l'eau se penche sur la question au cours du tout premier rendez-vous national de l'eau, rendez-vous qui se fera désormais de façon mensuelle, comme nous l'indique Grace Kando. Il s'agit au final d'accélérer l'accès à l'eau en milieu périurbain. On regarde. Ce premier rendez-vous mondial de l'eau est une initiative du partenariat national de l'eau. Il vise à promouvoir des stratégies innovantes susceptibles de booster les effets de progrès dans le secteur. Pour nous, c'est une opportunité pour pouvoir communiquer donc, sur les différents projets qui permettent de pouvoir accélérer l'accès à l'assainissement en Côte d'Ivoire et également faire en sorte que le lien entre l'assainissement qui permet donc de protéger les ressources en eau, ce lien soit étroitement établi. Ce premier rendez-vous mensuel de l'eau se tient autour du thème « Accélérer le changement à l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène en milieu périurbain ». Le PNC étant une plateforme, nous vous solliciterons pour qu'ensemble, nous réfléchissions sur des questions qui nous permettront tous, ensemble, en développant, à atteindre l'objectif 2030 que les Nations Unies ont fixé. C'est-à-dire garantir l'accès à l'eau et l'assainissement. La Côte d'Ivoire s'est fixée pour ambition de relever le défi de l'amélioration de la couverture des besoins de ses citoyens en eau potable et en services d'assainissement à l'horizon 2030. Cette volonté s'est traduite par plusieurs initiatives menées par le gouvernement, notamment la ratification de la Convention d'Helsinki de 1992, l'actualisation du document de Blangy. Le partenariat national de l'eau de Côte d'Ivoire est une plateforme des acteurs de l'eau dont la mission est d'assurer la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau. Nous sommes en Ramadan depuis quelques 3 semaines maintenant. Le Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier hégirien. Le Ramadan qui est pour les musulmans le mois saint par excellence. Un moment de jeûne, de prière et de partage. Moment choisi par le ministre Sidi Touré pour offrir aux musulmans de Bouaké 20 tonnes de riz et de sucre. Témoignage, Djeneba Ouattara, Corona Soro. Grande mosquée de Bouaké-Dougouba, lieu choisi pour la remise des vivres aux communautés musulmanes de la région de Bouaké. Des vivres composés de 20 tonnes de riz et de sucre. L'initiative est du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, cadre de la région de Bouaké. Empêché, la remise symbolique du don aux bénéficiaires est faite par son directeur de cabinet politique accompagné d'une forte délégation. Ce geste social vise à soutenir ces communautés qui observent le jeûne du Ramadan depuis le 23 mars dernier. Chaque année, en ce mois de pénitence, il saisit l'opportunité pour prier avec ses parents de Bouaké. L'année dernière, comme cette année, heureusement, les deux jeunes des deux grandes communautés ont coïncidé. Il était avec les chrétiens où il a fait don. Et cet après-midi, il fait don à toute la région de Bouaké pour aider ses parents à prier. Soulagement pour les bénéficiaires. Nous voulons lui dire merci infiniment. Dieu fasse en sorte qu'il avance dans son travail, que le chef de l'État ait confiance en lui davantage et que sa mission s'accomplisse très bien. La grande communauté musulmane de la région de Bouaké est épatée, qui transmet toutes nos salutations, nos remerciements au chef de l'État. Occasion pour le représentant du ministre Sidi Touré de demander aux disciples de Mahomet de prier pour le président de la République et son gouvernement afin que Dieu, le Tout-Puissant, les soutienne dans leur mission. L'imam de la grande mosquée de Bouaké, Badiawari Touré, traduit également sa reconnaissance aux donateurs pour cette marque d'attention et de solidarité. Des bénédictions ont été faites pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Autre lieu, même geste de solidarité. Les musulmans de Mbayakro passeront sereinement les derniers moments de ce mois béni de Ramadan. Un cadre de la région, en la personne de Touré Moussoiré, leur a fait don d'une importante quantité de vivres. On reste avec Corona Soro de la station régionale RTI Bouaké. La famille Silla, située à la périphérie de la commune de Mbayakro, reçoit la visite d'un cadre. Comme cette famille vulnérable, plusieurs autres sont soulagés par le secrétaire départemental du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de Mbayakro. Un geste pour permettre à ces musulmans défavorisés d'accomplir dans la quiétude le 4e pilier de l'islam. Après cette visite surprise dans ces familles, c'est le tour de la
communauté musulmane avec les 4 imams de la commune bénéficier de la générosité de ce cadre. Touré offre des tonnes de riz, des mil, de lait et de sucre. Les imams bénéficiaires traduisent leur gratitude aux donateurs. On n'a pas de mots à dire, seulement c'est pour prier pour lui, pour que Dieu lui donne longue vie. L'islam prescrit aux plus riches de soutenir les moins nantis en cette période de privation, de pénitence et de prière. C'est à cette prescription islamique que répond le don du secrétaire départemental. Nous sommes dans un mois de prière, d'intense prière. C'est pour cela que vous voyez les imams ici réunis pour prier pour le chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, pour prier pour le Premier ministre Patrick Hachi et son gouvernement, afin qu'ils aient la santé, la force nécessaire de continuer le travail colossal qu'ils abattent tous les jours au quotidien pour le développement de nos pays. Lecture intégrale du Saint-Coran, des bénédictions pour accompagner toutes ces personnes qui font part de leur cœur en cette période. Du côté de Bondoko, dans le Gontogo, on a aussi fait parler son cœur. C'est le conseil régional qui s'est tenu aux côtés des musulmans en leur faisant un don de vivre. C'était à la grande mosquée de la ville, en présence de notre correspondant Herman Niamé. La solidarité du conseil régional du Gontogo envers la communauté musulmane de la région s'est encore manifestée comme chaque année à l'occasion du jeûne du mois de Ramadan. Ce sont 5 tonnes de vivres composées de 2 tonnes de riz et 3 tonnes de sucre que l'institution a offert pour la soutenir. Au nom du ministre d'État, Kabina Kwasi Adjoumani, parce que nos parents musulmans sont en période de jeûne, il nous a instruit de venir ce matin remettre du sucre et du riz à nos parents pour les soutenir dans les jeûnes qu'ils sont en train de faire. Au nom du grand imam, président régional du COSIM du Gontogo, en déplacement, l'imam El Hadj Timité Bouchra, recevant les vivres, a traduit la reconnaissance de toute la communauté musulmane du Gontogo à l'institution donatrice. Tout ce qui a été donné, que Dieu met au centime aux personnes qui l'ont fait. Et les prières vont continuer. Au cours de cette cérémonie, des prières ont été faites pour le président de la République et son gouvernement et les élus et cadres de la région et aussi pour l'unité des fils et filles du Gontogo autour de son développement. Les musulmans de Kouto, eux, retrouvent le sourire, toute la population avec eux d'ailleurs. Et pour cause, la boucherie de la ville reprend du service. Souvenez-vous, elle avait été fermée pour insalubrité, mais c'est une nouvelle boucherie qui est offerte là aux populations de Kouto. Une boucherie qui respecte désormais toutes les normes d'hygiène. Allons voir avec Kader Sogodogo. La boucherie de Kouto, dans la région de la Bagoué, reprend du service. C'est désormais un cadre d'approvisionnement en viande répondant aux normes sanitaires. Nous pensons que nous pourrons travailler dans des conditions de salubrité très nettes, ce qui va permettre à la population de Kouto de consommer de la viande de très bonne qualité. C'est un fils du terroir qui a bien voulu réhabiliter cette boucherie pour permettre aux populations d'y aller sans risque de maladie. C'est sa contribution aux nombreuses actions de développement du président de la République. Nous nous sommes engagés à appuyer toutes les actions du président Alassane Ouattara partout en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Je suis très heureux de faire ça parce qu'enfin, on nous donnait l'occasion de faire quelque chose pour notre Kouto. Le préfet du département, qui avait dû prendre un arrêté de fermeture, salue la contribution de Yamoussa Koulibaly à la reprise des activités dans ce secteur vital pour Kouto. En réhabilitant la boucherie de Kouto, je voudrais sincèrement lui dire merci, traduire toute notre gratitude pour ce geste-là en faveur des populations. La notabilité de Kouto, présente pour la circonstance, n'a pas manqué à son tour de saluer cette action d'un de leurs fils qui vient à point nommé. On va quitter Kouto pour Abidjan. On parcourt quelques 740 km. Abidjan, où séjourne depuis 48 heures une délégation d'experts bissau-guinéens, d'experts donc en médicaments pharmaceutiques. Des experts qui ont choisi la destination Côte d'Ivoire pour s'imprégner du système de management et de distribution des produits pharmaceutiques par la nouvelle PSP Côte d'Ivoire. Walter Amadou Ouattara. C'est d'abord à la cité administrative, dans la commune du Plateau,
précisément à la tour B, au 12e étage, qu'a reçu la délégation venue de la Guinée-Bissau. Nous sommes au cabinet dédié au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Les hôtes du jour sont présents en terre ivoirienne pour s'inspirer du cadre législatif et du modèle de gestion de la nouvelle pharmacie de la santé publique, en abrégé Nouvelle PSP Côte d'Ivoire. L'honneur revient au directeur de cabinet de traduire toute l'hospitalité du ministre Pierre Demba qu'il représente. Nous apprécions à sa juste valeur cette coopération sud-sud. Je suis convaincu qu'au cours de la mission, les séances de travail que vous allez faire vont permettre à la Côte d'Ivoire aussi de tirer quelques enseignements de l'expérience bissau-guinéenne. Ensuite, cap est mis sur le site de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire à Treichville. La délégation bissau-guinéenne est visiblement édifiée. En Guinée-Bissau, en ce moment, on est dans un processus de réforme structurelle dans le domaine de centrale d'achat des médicaments. On a décidé de visiter 2 pays, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, pour échanger avec eux sur les options qu'ils ont fait et pourquoi ils ont fait ce type d'options et quels sont les impacts au niveau de fourniture des médicaments et des entrants pour la population. On vous dit qu'on est très satisfait. La nouvelle PSP Côte d'Ivoire est devenue officiellement, le 4 octobre 2013, une association sans but lucratif, une assemblée générale et un conseil d'administration dont des membres sont issus des structures étatiques, des partenaires et des associations de consommateurs, ainsi qu'un comité de supervision constitue ses principaux organes de gestion. Et on part en France. 3 mois après la présentation de la réforme des retraites, le Conseil constitutionnel doit se prononcer demain vendredi sur la validité du texte. En attendant, l'intersyndicale appelle ce jeudi à une 12e journée de mobilisation. À Paris, le cortège s'élance de la place de l'Opéra pour rejoindre la place de la Bastille. Le mouvement des éboueurs qui n'ont pas ramassé les poubelles pendant 3 semaines en mars dans la capitale française a été un des aspects les plus spectaculaires de la crise. Et voilà, ce journal s'achève ici. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 13h.